Voici donc la seconde partie de l'exercice qui stipulait dans son énoncé que dans un repère orthonormé direct IJK, c'est-à-dire on a une base directe, donc IJK sont perpendiculaires entre eux. En plus, c'est un repère que quand vous faites tourner de I vers J, ben, vous avez le K qui sort du plan au IJ. On donne les vecteurs donc avec leurs composantes V1 égale -1, 2, -3. Et si on voulait écrire ce vecteur-là sous forme d'une standardisation, c'est -1i plus 2j moins 3k. Une forme canonique de standardisation, voilà, c'est -1i plus 2j moins 3k. Le vecteur V2 a pour composant 2, 1, 0, c'est-à-dire 2i plus j plus 0k. C'est-à-dire que ce vecteur-là se retrouve dans le plan OIJ, puisqu'il n'y a pas de composante en k. Le vecteur V3, les composantes, c'est 3, moins 6, moins 5, c'est-à-dire 3i moins 6j moins 5k. On demande de vérifier que les vecteurs V1, V2 et V3 déterminent un tri-rectangle direct. Et ça, l'exercice a déjà établi. Et je vais établir maintenant, cette fois-ci, bien sûr, elle a été établie dans une vidéo. Et je vais maintenant voir le second, la seconde partie de l'exercice, c'est-à-dire le petit b, la partie petit b, qui demande d'exprimer EJK en fonction des vecteurs V1, V2, V3. Bon, la première étape, c'était la suivante. Pour voir si les vecteurs étaient trirectangles, je vous rappelle, eh bien, il suffisait de multiplier V1 par V2, faire le produit scalaire V1, V2. Si ça faisait 0, mais c'est que V1 et V2 étaient perpendiculaires. Ensuite, V1, V3, si V1 fois V3 était perpendiculaire, eh bien, c'est que le produit scalaire V1, V3 donnait 0. Et pour savoir que V2, V3 étaient perpendiculaires entre eux, ben, il fallait que V2 fois V3 en produit scalaire fasse 0. C'est ce qui était établi dans la vidéo précédente. Mais en plus de ça, il fallait que le repère soit trirectangle, mais aussi direct. Et pour qu'il soit direct, ben, on évalue le produit vectoriel. Et si le produit vectoriel de V1 par V2 donne V3, ben, en tout cas une direction de V3, eh bien, c'est le cas, ce sera le cas. On aura un repère trirectangle direct. Effectivement, c'était le cas, parce qu'on a les produits scalaires sont nuls. Le produit vectoriel, le produit vectoriel donnait la même direction que le vecteur V3. Donc le V1 fois V2 donnait la même direction que V3. V3 c'est 3 moins 6 moins 5. On se retrouvait avec en produit vectoriel 3 moins 6 moins 5. Bon, maintenant je vais établir l'exercice petit b, c'est-à-dire qu'il faut exprimer IJK en fonction des vecteurs V1, V2, V3. Habituellement, ce qu'on fait, on exprime les vecteurs V1, V2, V3 en fonction d'IJK. Je vous rappelle que la norme de I, la norme de J, la norme de K fait 1, alors que la norme de V1 ne fait pas 1, la norme de V2 ne fait pas 1, et la norme de V3 ne fait pas 1 non plus. Alors je vous rappelle que l'énoncé est ici. Donc j'avais mis un point O, qui était l'origine du repère. Alors, l'axe en rouge c'est l'axe X, l'axe en vert est l'axe Y, et l'axe en bleu est l'axe Z. Et on voit les trois repères là, enfin les trois vecteurs en orange, qui sont les vecteurs V1, V2, V3. Alors je place le point A, moins 1, moins 2, moins 1, 2, moins 3. Alors je rappelle ici que les composantes sont égales aux coordonnées, parce qu'en fait le vecteur a pour origine l'origine du repère. Donc quand un vecteur a pour origine l'origine d'un repère, eh bien les coordonnées sont égales aux composantes. C'est-à-dire que comme les composantes étaient moins 1, 2, moins 3, ben les coordonnées de l'extrémité seront moins 1, 2 et 3. Moins 1, 2 et moins 3. Pour le vecteur V2, son extrémité aura pour coordonnées de 1 à 0. Et pour le vecteur V3, son extrémité aura pour origine 3, moins 6, moins 5, parce qu'il débute en l'origine. Il débute en l'origine du repère. Et donc je crée 3 points, moins 1, 2, moins 3 qui est l'extrémité du vecteur V1, 2, 1, 0 qui est l'extrémité du vecteur V2, et c'est 3, moins 6, moins 5 qui est l'extrémité du vecteur V3. Je forme le vecteur OA, qui a pour composante moins 1, 2, moins 3, vecteur V2 qui a la composante 2, 1, 0, alors vecteur V1 c'est le suivant,
V1, c'est ce vecteur-ci, lié bien sûr à A, en extrémité. Vecteur V2, c'est celui qui est lié à B. Et le vecteur V3, c'est le grand vecteur qui est lié à C. Alors, je mesure les angles entre V1, V2, bah, on a 90 degrés. Entre V1, V3, on a 90 degrés. Et entre V2, V3, on a aussi 90 degrés. Donc, le repère V1, V2, V3 est, si vous voulez, trirectangle. Alors, je fais le produit scalaire pour montrer que voilà, le produit scalaire va donner le vecteur V3. Hein, et je prouve ici que le vecteur est direct. Il est direct. Parce qu'il donne bien V1 vers V2, donne un vecteur V3 qui est perpendiculaire au plan V1, V2. Alors, on a les angles V1U qui fait 90. Et bon, V2U qui font aussi 90. C'est tout à fait normal. Bon, je vais désencombrer le dessin. En plus de ça, je fixe les vecteurs V1, V2, V3. Alors V1, V2, V3, c'est IJK. Enfin, je m'excuse, je fixe IJK, c'est ça que je veux dire. Alors, on voit déjà deux vecteurs de base. Je vais faire apparaître le troisième. Le troisième, il est là. Alors, on les voit apparaître, voilà, les voici. Les trois vecteurs de base, IJK. Ils sont en noir. Alors, ça, c'est I, c'est l'axe X, suivant l'axe X. C'est le I, le J suivant l'axe des Y, et le K suivant l'axe des Z. Alors, je vais chercher la racine carrée, donc la norme de V1, la norme de V2 et la norme de V3, que je calcule de cette façon. Là, je vais chercher la norme de V1, qui est 1, moins 1 au carré, ce qui fait 1, 2 au carré, 4, plus moins 3 au carré, 9, 9 plus 4, 13, plus 1, 14, on a racine 14 qui vaut environ 3,74. Ensuite, je fais 2 au carré, ça fait 4 plus 1 au carré, ça fait 1, 4 plus 1, ça fait 5, racine carrée de 5, c'est environ 2,24. Et le vecteur V3, sa norme vaut... vous voyez que le vecteur V3 est beaucoup plus grand que... on a d'abord V1 qui est plus grand que V2, ensuite V3 est beaucoup plus grand que V2. Donc le V3, il se repère vite. Il se repère vite, c'est le plus grand des vecteurs. Hein. C'est le grand vecteur en orange que vous voyez. Bon, je vais essayer de faire... Voilà, c'est celui qui est relié à C. Regardez. V3, je vais l'éliminer. C'est le plus grand des vecteurs. C'est celui-là. Bon, il est en pointillé parce qu'il est en dessous du plan OXY. Il est en dessous, donc tout ce qui est en dessous, vous voyez qu'il se met en pointillé, je vous l'ai déjà dit, en trait discontinu. Ce qu'on appelle le trait discontinu. Voilà, là il est en trait plein ou en trait continu. Parce qu'il est visible par le bas. Maintenant, si je passe au-dessus du plan, ce qui se trouve en dessous du plan OXY est en trait interrompu. Et donc vous voyez que V1 est beaucoup plus grand que V2. Hein. V2, c'est celui-là, c'est le plus petit des vecteurs. C'est le plus petit des vecteurs. Et le plus grand des vecteurs, c'est V3. Et donc fatalement, celui qui est moyen, c'est le V1. V2. Il est entre le grand et... Ouais, je m'excuse, c'est le plus petit. V1, V2, c'est le plus petit. Voilà, V2, c'est le plus petit. Bon, sur ce, je recherche les normes des trois vecteurs. Je les calcule à l'aide de la formule suivante. A racine carrée de V1 carré qui vaut 3,74. Racine carrée de V2 carré qui vaut 2,24. C'est ce qu'on retrouve ici. Hein. Voilà. Environ 3,74, 2,24 et 8,37.
Alors maintenant, je vais faire tout un schmilblick pour rechercher les angles. Les angles entre I et V1. Parce que n'oubliez pas la question. Hein. La question, c'est d'exprimer IJK en fonction des vecteurs V1, V2, V3. On ne fait jamais ça. Généralement, on exprime V1, V2, V3 en fonction des IJK. Maintenant, si je considère que V1, V2, V3 est un repère orthonormé direct et que je vais repérer IJK par rapport à V1, V2, V3, je peux le faire. Hein. Bon, c'est rare quand on le fait, mais ici, c'est ce qui est demandé dans l'exercice. Hein. On demande de repérer IJK en fonction de V1, V2, V3. Alors, c'est toute une procédure à faire. Tout d'abord, je vais chercher les normes, ça a été fait, j'ai les normes, je possède les normes V1, V2, V3. Ensuite, je vais chercher tous les angles correspondants entre I et V1, I et V2, I et V3, J et V1, J et V2, J et V3, K et V1, K et V2, K et V3, K et V1, K et V2 et K et V3, pour rechercher tous les angles. Et c'est ce que je fais ici. Là, je recherche l'angle. Voilà, on sait bien que la norme de I fois la norme de J, enfin égale la norme de J égale la norme de K égale 1, puisque c'est un vecteur unitaire de base. Alors je recherche le cosinus phi, c'est-à-dire l'angle entre, je vais chercher le phi, l'angle entre V1 et I. Voilà, donc ce qui veut dire que chercher la norme de V1 fois la norme de I fois le cosinus phi. Alors V1 fois I, V1 je connais, I je connais, bon I c'est I, la norme de V1 c'est 374, la norme de I ça fait 1, je peux tirer de ça cosinus phi 1 qui vaut moins 1 sur 374, donc je fais l'arc cosinus de moins 1 sur 374, bien ça fait 105,51 degrés. Et donc j'ai bien 105,51 degrés. Ensuite, je fais la même chose pour le suivant, V2 et I. V2 et I. Là, je vais calculer donc V2 fois I, c'est la norme de V2 fois la norme de I fois le cosinus phi 2. Cosinus phi 2, c'est V2 fois I sur la norme de V2 fois la norme de I. La norme de I, on connaît, la norme de V2, on connaît, V2, on connaît, et I, c'est I. Donc V2, c'est I, 2I plus J. Je fais 2I fois I, ça qui fait 2, donc j'aurai 2 sur 2,24. Cosinus phi 2 vaut 2 sur 2,24, donc je peux trouver phi 2 qui vaut arc cosinus de phi 2, c'est-à-dire arc cosinus de 2 sur 2,24, ce qui fait 26,57. Et ça, c'est le deuxièmement que vous avez là-bas, état. Alors, on a l'angle ici de 105, l'angle de 26, et maintenant, je veux trouver l'angle de 68,9. Je fais la même chose avec V3, V3 fois I, ça fait V3 fois I fois cosinus phi 3. Cosinus phi 3, c'est V3 fois I sur la norme de V3 fois la norme de I. La norme de I, c'est 1. La norme de V3, c'est racine 70. Donc on aura, bon ici c'est cosinus phi 3, il faut que j'aille chercher, je vais le comparer par rapport au I. Donc c'est 3I fois I, ça fait 3. Le restant il faut 0 parce que le cosinus de I entre I et J fait 90 et le cosinus de 90 ça fait 0. Donc, et idem pour I et K, le cosinus de 90, ça fait 0. Donc, il faut faire uniquement les lettres identiques I. Bon, I comme il y a 3 pour I, 3I fois I, mais ça fait 3. 3 sur racine 70. Et on recherche le cosinus, l'arc cosinus de 3 sur racine 70, ce qui fait 68,99. Ensuite, je fais la même chose. Voilà, ici, je peux déjà exprimer. Ouais, ici, je ne vais pas montrer ceci. Hein. Je ne vais pas montrer ça dans un premier temps. Voilà, oubliez ce que je viens de voir. Mais on va s'intéresser maintenant entre V1 et J. L'angle entre V1 et J, ben, je fais pareil. Je fais V1 fois J, je vais chercher le V1 moins 1 plus 2J moins 3K, plus 2J fois J, ça qui fait 2. Et là, la norme de V1, ça fait 3,74. Je fais 2 sur 3,74 et je fais l'arc cosinus de 2 sur 3,74, ce qui fait 57,69. Effectivement, j'ai entre J et V1, il y a 57,69. Bon, et j'entame la chose de la même manière avec 57,69. Il est ici, hein, c'est JV1, c'est l'angle là. Bon, on ne voit plus rien dans le dessin, mais enfin bref. Maintenant, je vais faire JV2. V2J, il est là.
et on retrouve 63,43. Je fais le même calcul, hein. Donc je vais chercher V2 fois J, la norme de V2 fois la norme de J, fois le cosinus de phi2. Cosinus de phi2, c'est V2 fois J sur la norme de V2 sur la norme de I. J, oui, c'est la norme de J. Je me suis trompé là. C'est la norme de J. Et la norme de J, de toute façon, ça fait 1. Voilà, ça change pas. Donc ce qui fait... je suis en train de traiter J, donc je fais 1J fois J, ça fait 1. 1 sur 2,24. Donc cosinus phi2 fait 1 sur 2,24. Ce qui veut dire qu'on aura 63 phi2 vaut arc cosinus de 1 sur 2,24, c'est-à-dire 63,43. Je fais l'autre angle, V3 fois J. V3 fois J, c'est la norme de V3 fois la norme de J fois cosinus phi3. Cosinus phi3 fois égale V3 fois J sur la norme de V3 fois la norme de J. Là aussi, c'est J. C'est la norme de J, hein, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, de toute façon, I égale J égale K égale 1. C'est pas un problème. Donc, c'est la norme de J. Donc, la norme de V3, c'est racine 70. La norme de J, ça fait 1. Et V3 fois J, ben, V3, c'est 3I moins 6J moins 5K. Donc, il suffit d'aller chercher la composante en J, moins 6J fois J, ce qui fait moins 6 sur racine 70. On fait l'arc cosinus de moins 6 sur racine 70, ce qui fait 135,82. Qui est l'angle JV3. Je vais chercher la suite. Je fais V1K. Vous faites le même traitement. Alors c'est V1 fois K égale la norme de V1 fois la norme de K fois cosinus phi 1. Cosinus phi 1 fois V1 fois K sur V1, la norme de V1 sur la norme de K. La norme de V1 c'est racine 14, la norme de K ça fait 1. V1 c'est moins 1 plus 2J moins 3K. Vous allez chercher uniquement la composante en K, enfin la valeur de K qui vaut moins 3. Vous mettez moins 3 sur racine 14. Eh bien, après vous calculez arc cosinus de moins 3 sur racine 14 qui fait 143,3. Alors maintenant, je vais calculer les deux autres angles, mais je ne fais plus par ces calculs-là, parce que si vous avez compris l'astuce, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il suffit juste d'aller chercher le module de V3 en dénominateur, et d'aller chercher, bien sûr, la composante en l'un qui sera la composante en K de V2, qui est 0, et l'autre la composante en K de V3 qui est moins 5, sur la norme de V3. Et bien sûr, la norme de, voilà, de K. La norme de K, ça fait 1. Voilà. Donc on aura 0 arc cosinus de 0 sur racine de 3. Sur la norme de V3, mais on s'en fout, parce que arc cosinus de 0, ça fait 0 sur quelque chose, ça fait toujours 0. On peut, peu importe ce que vaut la norme de V3. En fait, la norme de V3 vaut racine 70, mais on s'en fout qu'elle vaut racine 70, parce que 0 sur une norme quelconque, ça fait toujours 0. Arc cosinus d'un nombre qui est nul vaut toujours 90 degrés. Donc phi 2 vaut 90 degrés. Effectivement, vous pouvez voir que KV2 fait 90. Et maintenant, je vais chercher le dernier angle. Je fais la même chose. Je vais chercher donc arc cosinus donc comment on appelle ça, ici il faut rechercher l'angle phi 3 entre K et V3K. V3K. Et là, entre K et V3K, il y a 126,7 degrés. Je l'obtiens en faisant moins 5 qui est la composante en K divisé par la norme racine 70, ce qui fait 126,7. 126,7. Arc cosinus de moins 5 sur racine 70, ce qui fait 126,7. Voilà. J'aurais pu le faire comme précédemment, comme ceci. Mais si vous avez compris le truc, c'est qu'il faut aller chercher juste la composante sur la norme. Comme la norme, voilà, des vecteurs de base, IJK font 1, bah, ça tombe direct. Il reste la norme du vecteur pour lequel vous recherchez l'angle entre I et V, le VI. Alors si c'est V1, I et V1, ben, faut aller chercher la norme de V1. Si c'est entre I et V2, il faut aller chercher la norme de V2. Entre I, K et V3, ben, vous cherchez la norme de V3. Entre K et V2, la norme de V2, etc. C'est toujours la même chose. Et puis bon, au numérateur, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut juste prendre la composante pour laquelle, si vous cherchez une composante en K, vous allez chercher la composante en K de l'expression canonique du vecteur V1. Si c'est V1, vous allez chercher V1 de K, V2 de K, V3 de K, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que je déduis ceci. Bon, je n'ai plus besoin de faire les calculs comme ça a été fait précédemment ici. Je n'ai plus besoin de faire ça. Il n'y a plus besoin de faire ça. Bon, ceci étant fait,
j'ai tous les angles. J'ai tous les angles. Donc tous les angles sont déterminés. Maintenant que j'ai tous les angles, mais maintenant je vais déterminer les composants de I par rapport à V1, V2, V3. Alors les angles ils sont connus. Il suffit d'aller chercher. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Ça demande une petite explication. Voilà, on connaît l'angle par exemple entre I et V1. Voilà, ça c'est I. Alors si je compare par rapport à V1, alors V1 devient un vecteur, on va dire un vecteur, je vais exprimer I en fonction de V1. Donc je vais considérer que celui-ci, c'est le vecteur unitaire. Je considère que celui... Attention que V2, V3 ne sont pas de la même taille. Hein. Bien, V2, V3 ne sont pas de la même taille. Je considère que lui est un vecteur unitaire. Ça veut dire que je vais exprimer en fonction d'un vecteur unitaire. Ça veut dire que I est beaucoup plus petit que V1. Donc, mais la norme de I... Alors, j'ai besoin pour ça de l'angle, phi. Eh bien, je vais projeter, bien sûr, ce sera la norme de I qui vaut 1. Alors, si c'était J, la norme vaut toujours 1. Et si c'est la norme de K, ben, la norme vaut toujours 1. Sur la norme ici de V1, mais vous devez tenir compte, ça veut dire que en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait? La norme de V1 elle est connue, hein. Je ne sais plus combien ça fait. On avait en V1, je ne sais plus combien est-ce qu'on avait en V1. Je vais aller chercher V1. Je vais prendre de... Voilà, V1, la norme elle vaut, je peux même aller chercher ici. Voilà, la norme elle vaut 3,74. 3,74. Donc c'est 1 sur 3,74 fois le cosinus de l'angle phi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 3,74? Ben, c'est comme si je considérais qu'un vecteur unitaire. Donc, je fais le rapport entre le petit et le grand. Mais le petit vaudra toujours 1, parce que c'est toujours IJK, et la norme de IJK fait toujours 1. Quand V1, si vous êtes au courant, V1, il est alpha, enfin, V1, il vaut alpha I. Par exemple, il est 3 fois plus grand, 2 fois plus grand, ou 5 fois plus grand, peu importe. Eh bien, si maintenant vous exprimez en fonction de I, ben, le rapport, il est inverse. Il est inverse. Donc, le I, il vaudra 1 sur alpha V1. C'est normal, parce que s'il y en a un qui est plus grand que l'autre, l'autre il est plus petit par rapport à ce même vecteur. Donc, ce sont des rapports inverses, rien d'autre. Mais il faut tenir compte aussi de l'angle, parce que l'angle, c'est une projection de I sur V1. Donc, il faut tenir compte de la projection donc, du cosinus phi. Donc on a un rapport entre I et V1, mais on a aussi un angle phi. Donc il faudra tenir compte de cet angle. Et je fais ça pour tous. Je fais ça pour tous. Mais maintenant, l'angle phi était calculé. Hein. Les angles phi, on les connaît tous, les angles phi. Hein. C'est tous les angles qu'il y a là. Donc IV1, IV2, IV3, JV1, JV2, JV3, KV1, KV2, KV3. Il y a 9 angles. Il y a 9 angles. Il y a 9 angles. Alors maintenant, connaissant ces 9 angles, on va calculer maintenant les expressions des composants de I en fonction de V1, V2 et V3. Alors, je vais rechercher. Alors, connaissant les angles φ1, φ2, φ3, j'exprime, voilà, 1 sur racine 14, c'est normal parce que I par rapport à V1, c'est 1. V1, sa norme, c'est racine 14. J, sa norme, c'est 1. Par rapport à V1, V1, là, sa norme, c'est racine 14. Et K, c'est 1 sur la norme de V1 qui vaut racine 14.
Mais les angles entre I et V1, c'est 105,5. Voilà, l'angle entre I et V1, c'est 105,5. L'angle entre J et V1, c'est 57,69. Et l'angle entre K et V1, ben là, ça fait, je vais aller chercher, K, V1, 143,3. 143,3. Alors, je fais la même chose pour V2. V2. Entre I et V2, bon, la norme de I, ça fait 1. La norme de V2, c'est racine de 5. La norme de J, c'est 1. La norme de V2, c'est racine de 5. La norme de K, c'est 1. Et la norme de V2, c'est racine de 5. Alors, les angles qui entre I et V2, on va le chercher. I et V2, c'est 26,57. 26,57. L'angle entre J et V2, c'est 63,43. L'angle entre J et V2, K et V2, c'est 90. Ah, et je fais la même chose pour l'autre. Alors, la norme de I, ça fait 1. La norme de V3, c'est racine 70. La norme de J, c'est 1. La norme de V3, c'est racine 70. La norme de K, c'est 1. La norme de V3, c'est racine 70. Alors, je vais chercher les angles correspondants entre I et V3. I et V3, c'est 68,99. J et V3, c'est 135,82. Et enfin, K et V3, 126,7. Et ça donne, bien sûr, vous additionnez les composantes, voilà, vous avez l'expression qui est là. L'expression qui est là. Donc, vous avez bien 9 angles, et donc 9 relations entre IV1, IV2, IV3, il y en a 3. Entre JV1, JV2, JV3, il y en a 3. Et entre KV1, KV2, KV3, il y en a 3, ce qui fait 3 fois 3, 9. Il y a 9 relations. Bon. Alors, je vais vérifier si ça c'est bon. La réponse est ça. Hein. J'ai exprimé IJK en fonction de V1, V2, V3. C'était la question. Mais, c'est pas terminé, parce que je vais faire une correction. Enfin, une vérification. Donc, c'était bien l'énoncé. L'énoncé stipulait qu'il faille exprimer IJK en fonction de vecteur V1, V2, V3. Généralement, on exprime V1, V2, V3 en fonction d'IJK. Je vous rappelle que ce sont des vecteurs géométriques et que les vecteurs géométriques s'expriment en mètres. Hein. Voilà. Donc ici, on a V1, V2, V3 exprimé en fonction d'IJK, mais l'énoncé demandait d'exprimer IJK en fonction des vecteurs V1, V2, V3. Sachant qu'IJK, ils ont la même norme, mais V1, V2, V3 n'ont pas les mêmes normes. Voilà. Et donc, en faisant les calculs, on obtient, si vous voulez, l'expression de IJK en fonction. Voilà. Et j'obtiens une matrice. Enfin, cette matrice-là, ici le I, laissez tomber, hein, parce que bon, c'est pas dit que c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier ceci. Alors, ça, je vais faire une inversion matricielle. Je vais faire une inversion matricielle. Regardez bien ce que je vais faire. Je prends bon, ça, je ne sais pas si c'est bon. De toute façon, la réponse, je l'ai mise. Je vais l'enlever, ça, j'enlève ceci. Voilà. Donc, on a une matrice comme ceci. Et cette matrice, en fait, on a les composantes V1, V2, V3. Ce que je vais appeler la matrice V. Là, c'est la matrice V. Et ça, c'est la matrice de base canonique. I, J, K. Alors, pour vérifier, je vais faire par une autre méthode, une seconde méthode qui va être très rapide. C'est d'aller rechercher la matrice inverse. Voilà. V fois IJK, en fait, elle va se réduire, si vous voulez, pour avoir l'inverse, en V1, V-1, je m'excuse, c'est l'inverse de V, fois
bien sûr, V1, V2, V3. V1, V2, V3. Donc pour l'exprimer en fonction de V1, V2, V3, il suffit d'aller chercher là. Voilà, l'inverse de la matrice V. La matrice V, elle est connue, hein, puisqu'on a voilà, les composants de V1, V2 et V3, elles sont connues. Je les place dans un vecteur, qui a, enfin dans une matrice 3x3. C'est une matrice 3x3. Alors pour l'exprimer en fonction de V1, V2, V3, il suffit d'aller chercher la matrice inverse de V1. Voilà. Bon, la dernière ligne, ne vous préoccupez pas, elle est peut-être fausse. C'est du calcul que j'ai fait. Bon, il y a de fortes chances qu'elle soit fausse, cette ligne-là. Voilà, elle est peut-être fausse. Donc ne regardez pas ça, c'est pas le but. De toute façon, je l'ai effacé dans ce que je viens de mettre. Alors maintenant, on va chercher la matrice inverse. Regardez comment je pratique. Alors ça, je vais vous montrer. Je pratique très simplement. Hein, très simplement. Je fais rien de compliqué là-dessus. C'est juste des méthodes pour rechercher. Il y a plusieurs méthodes pour rechercher les matrices inverses. Mais ici, regardez comment ce que je fais. Donc vous reconnaissez la matrice V ici. Vous reconnaissez la matrice V, qui est moins 1, 2, moins 3, 2, 1. Ce sont les composants de V1, V2, V3. Ça, c'est les composants de V1, composants de V2, composants de V3, que je place dans une, on va dire, dans une matrice. C'est la matrice V. On la place dans une matrice. C'est une matrice. Ensuite, je vais calculer V cross. V cross. Qu'est-ce que c'est que V cross? V cross, c'est tout simplement si vous voulez, c'est simplement un déterminant de la matrice, si vous voulez, de la matrice d'ordre n-1 obtenue en supprimant dans V la jm ligne et la im colonne. La jm ligne et la im colonne. Ça veut dire, je m'exprime. V cross n'est rien d'autre que ceci. Je barre ceci, je fais le déterminant de celui-ci. C'est-à-dire moins 5, une fois moins 5, moins 6 fois 0, ça fait 0. Donc au bout du compte, voilà. Comme j'ai barré ici, je ne mets pas le cofacteur, je m'en fous du moins 1. Hein. Le moins 1, je m'en fous, c'est le cofacteur. Je ne le traite pas. Je ne traite pas de cofacteur. Alors, je mets tout simplement moins 5. Alors, je vais faire le suivant. Je vais traiter voilà, l'élément qui va se situer à ce niveau-ci. Je calcule le déterminant de ce qui n'est pas croisé, c'est-à-dire 2, 3, 0, moins 5. Je fais 2 fois moins 5, moins 0. Ce qui fait moins 10. Donc, je tape moins 10 ici. Bon, je fais le suivant. Très facile, hein, ça va être très facile. C'est ce qu'on appelle la matrice V cross. Bon, je vais calculer le V cross ici. Bon, l'élément va être ici. Donc, je supprime la première ligne et la troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. Donc, ce sera un élément de troisième ligne, première ligne, troisième colonne qui va se situer ici. Et je calcule le déterminant là. 2 fois moins 6, moins 12, moins 3, 12, moins 12, moins 3, moins 15. Et je place le moins 15. Et ainsi de suite. Maintenant, je vais barrer celui-ci. Je vais calculer l'élément là. Je fais 2 fois moins 5, moins 10, moins 6 fois moins 3, ça qui fait 18. Ce qui donne moins 18, parce que c'est le produit des montants. La somme des produits montants, moins la somme des produits. C'est la somme des produits descendants, moins la somme des produits montants. Donc 2 fois moins 5, moins 10, plus 18, moins 10 plus 18, ça qui fait moins 8. Je vais faire l'élément qui va se situer là. Moins 1 fois moins 5, 5. Moins 3 fois moins 3, ce qui fait 9. On aura 5
plus 9, 5 plus 9, ça fait 14. Je vais calculer l'élément ici, en faisant moins 1 fois moins 6, moins 3 fois 2, 6, moins 6. 6 moins 6, ça fait 0. Très simple hein, pour calculer la matrice V cross. Par contre, j'ai effacé quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà, V cross. Maintenant, il me reste encore celui-là. Voilà. Je calcule 2 fois 0, moins 3, ce qui fait 2 fois 0, 0, et 1 fois moins 3, avec le moins devant, ce qui fait plus 3. Donc on aura 3. Il me reste encore 2. Je vais calculer l'élément qui doit se situer ici. Là, je barre celui-là. Je fais moins 1 fois 0, moins 1 fois 0, 0, moins 2 fois moins 3, ce qui fait 6, 0 moins 6, 0 moins 6, ce qui fait plus 6. Donc on a plus 6. Et le dernier, je barre la troisième ligne, troisième colonne. Donc je calcule l'élément de troisième ligne, troisième colonne. Et bien ça qui fait moins 1 fois 1, moins 4, moins 1, moins 4, moins 5. Et voilà, j'ai toute la matrice V cross. Alors maintenant, je vais calculer la matrice V tierce. V seconde. Je vais calculer la matrice V seconde à partir de la V cross. La V cross, je l'ai obtenue très vite. Hein. Alors, la V seconde va s'intéresser tout simplement à moins 1 I plus J. Il s'intéresse uniquement à ça. Donc, autant comment on appelle ça, V cross, ou V dièse, s'intéressait, si vous voulez, au déterminant de la matrice d'ordre n-1 ici, c'est-à-dire à la matrice d'ordre 2, obtenue en supprimant donc dans la jm ligne et la im colonne. On obtenait des matrices de 2, parce que j'avais une matrice 3 au départ. Si j'avais une matrice 4, j'obtiendrais des matrices 3-3. Hein, je diminue l'ordre, hein, c'est une diminution d'ordre. Voilà, on diminue l'ordre de la matrice tout simplement, et on calcule toutes les matrices, si vous voulez, ici c'est des matrices 2 x 2. Parce que quand on diminue l'ordre, on a des matrices 2 x 2. Bon, je m'intéressais qu'à la diminution de l'ordre. C'est la matrice V dièse. Mais la matrice V seconde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'intéresser, bien sûr, à reprendre V cross, mais en s'intéressant au signe de moins 1 I plus J. Voilà. Alors, si je m'intéresse à la ligne I plus J, ici, c'est la première ligne, première colonne, moins 1 exposant première ligne, première colonne, ce qui fait moins 1 exposant du pair, ça fera du pair, ça fera du positif. Donc, moins 1 I plus J, ce sera positif si I plus J est pair, et négatif si I plus J est impair. C'est juste ça. Donc, ce qui veut dire que quand c'est positif, ça ne change pas de signe, mais ça changera de signe quand ça devient négatif. Enfin, ça changera de signe quand il sera impair. Alors là, 1 plus 1, c'est pair, il ne bouge pas. Donc, d'office, le suivant, il sera je m'excuse, c'est par rapport à V cross. Hein. Voilà, c'est par rapport à V cross. Donc, moins 5, il est pair, il ne change pas. 1 plus 1, ça fait 2, c'est pair. Première ligne, première colonne. L'élément de la première ligne, deuxième colonne, c'est impair, parce que 1 plus 2, ça fait 3. Et 3, ça change de signe, il est témoin, il devient plus. Il est témoin, il devient plus. Donc, le moins 10 devient plus 10. Alors, et le suivant, vous comprendrez que si lui, il était pair, lui impair, le prochain, il sera pair. Donc, il ne faut pas changer le prochain. Et on va fonctionner comme ceci. Donc, là, il est pair, impair, pair. Donc, le seul qui va changer, c'est le moins 10 qui va donner plus 10. Alors, je fais ça pour la ligne suivante. Le moins 8, il est en deuxième ligne, première colonne, ce qui fait 3. 3, c'est impair. Ça veut dire qu'il y aura un changement de signe. Donc, le changement de signe, plus 8, moins 8 devient plus 8. Celui-ci, on n'y touchera pas.
Et l'autre, il faut changer, mais comme c'est 0, 0, ça reste 0. Alors, le suivant, celui-là, ben, vous comprendrez que c'est la troisième ligne, première colonne, ce qui fait pair. C'est du pair. 3 plus 1, ça fait 4. C'est pair. Donc, moins 1 exposant du 4, c'est du plus. Et plus, ça ne change pas. Donc, celui-ci, il ne changera pas. Lui, il changera. Plus 6, il devient moins 6. Plus 6 devient moins 6. Et lui, il ne changera pas. Puisque c'est une fois sur deux, il change. Et le moins 5, il va rester moins 5. Et voilà. Et là, j'ai la matrice des mineurs. Je viens de calculer la matrice des mineurs. C'est la matrice des mineurs. Voilà. Là, V seconde est la matrice des mineurs. Donc, si vous voulez, V tierce, enfin V seconde, qui est une transformation, V seconde est la matrice des mineurs, qui provient de V tierce et qui provient de V. J'ai fait 3 transformations pour avoir la matrice des mineurs. Et ensuite, je finis par rechercher la matrice adjointe. Matrice adjointe. La matrice adjointe, c'est simplement la transposée de V seconde. Je transpose. C'est-à-dire que ce qui est en oblique va rester en oblique. Voilà, ça, il n'y a rien qui bouge pour ce qui est de l'oblique. Par contre, le 10, il viendra là. Voilà. J'interchange le 10 et le 8. J'interchange le moins 15 et le 3. J'interchange le 0 et le moins 6. Et là, je l'ai transposé. Et là, je peux calculer maintenant... je peux calculer grâce à tout ça comment on appelle ça, la matrice inverse. Et la matrice inverse, c'est tout simplement, je recherche le déterminant de V. Donc je viens de calculer ici V, l'adjointe de V, enfin oui, c'est la transposée des mineurs, hein, qui est l'adjointe. Ah. La matrice transposée des mineurs, c'est l'adjointe. V. Alors ici, je calcule le déterminant de V. Ça, c'est le déterminant de la matrice V. Et je trouve 70. Alors pourquoi? Parce que l'inverse, c'est la matrice adjointe divisée par le déterminant de V. Et là, en faisant ceci, j'ai V-1. Alors, je calcule le déterminant, il fait 70. Eh bien, je divise chaque élément par 70. Hein. Moins 5 septantième, 8 septantième, 3 septantième, 10 septantième, 14 septantième, moins 6 septantième, moins 15 septantième, 0 septantième, moins 5 septantième. Bon. Alors, on peut faire des simplifications. Hein. Par exemple, moins 5 septantième, c'est moins 1 quatorzième. 8 septantième, c'est 4 trente-cinquième. Voilà, ce sera 8 septantième. Là, il y a une erreur. Le 8, c'est pas bon. « 10 septantième, c'est 1 septième. 14 septantième, c'est 1 cinquième. Moins 6 septantième, c'est moins 3 trente-cinquième. Moins 5 septantième, c'est moins 1 quatorzième. 0 et moins 15 septantième, c'est moins 3 quatorzième. Par contre, le moins 8... oui, le moins 8, apparemment, ça serait peut-être pas bon. Il faut que je recontrôle le 8. Je vais vite recontrôler le 8 parce qu'il me semble que c'est pas bon ce 8 là. On va recontrôler ce fameux 8 qui est là. D'où vient-il? Il vient du moins 8. On va contrôler ce moins 8. Alors le moins 8 il venait comme ceci.
c'était moins 10, plus 18. Moins 18. Moins 10. Parce que moins 6 fois moins 3, c'est moins 18. Avec le moins devant, c'est moins 18. Donc là, on aurait moins 18. Bon, comme il est pair, il est impair, il va changer de signe. Ça va donner 18. Donc 18 ici. 18 septentième. Ça m'a pas l'air correct, hein. Je vais regarder. Bon, l'écriture, de toute façon, je l'avais ici, hein. Si j'écris l'écriture de départ, voilà, de ceci. Bon, je vais tout recontrôler. Si je fais 1 sur racine de 14 fois cosinus de 105.5, voilà, ça donne, c'est bien moins 1 quatorzième. Moins 1 quatorzième. On va s'occuper de ça. Donc, la matrice donnait moins 5 septantième, ce qui fait moins 1 quatorzième. Je vais calculer 1 divisé par racine 14 fois le cosinus de 105.5. Voilà, ce qui fait moins 1 quatorzième. Ça, c'est juste. Parce que j'obtiens moins 0,0714 qui fait moins 1 quatorzième. Bon, celui-là, je peux dire qu'il est bon. Moins 1 quatorzième. Ensuite, le suivant doit me donner 10 septantièmes, ce qui fait un septième. Un septième. 1 sur racine de 14 fois le cosinus de 57,69. 0,14, c'est bien un septième. Donc celui-là, il est bon. Je vais rechercher le suivant. Donc le suivant, c'est moins 15 septantième. Bon, c'est moins 3 quatorzième. Alors, 1 divisé par racine carrée 1 divisé par racine carrée de 14 fois le cosinus de 143.3 moins 0,214 moins 3 divisé par 14 moins 0,214. Je vais recommencer mon calcul. 1,0,14 fois le cosinus de 143.3. C'est ça. C'est moins 3 quatorzième. Donc encore un de bon. Moins 3 quatorzième. Alors cosinus de 90 là-bas, c'est plus facile. Ça donne 0.
Bon, un autre qui est facile, c'est 1 sur racine 70, parce que si vous regardez bien au départ, j'avais 1 sur 14, oui. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je vais recommencer, je vais me remettre en arrière. Alors, 1 divisé par racine 70 fois le cosinus de 126,7. Moins 0,714, c'est-à-dire moins 1 quatorzième. Moins 1 quatorzième. Ben, c'est bien ce que je disais. C'est le même que celui qui est là-bas. Bon, ça c'est rien. Pour l'instant, tout est bon. Hein. Moins 5 septantième, c'est moins 1 quatorzième. Moins 6 septantième, c'est moins 3 35e. Alors, j'ai déjà calculé moins 3 35e. Moins 0,0857. Donc, je vais faire 1 divisé par racine 70 fois le cosinus de 135,82 moins 0,0857. C'est juste. Pour l'instant, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. C'est-à-dire moins 3 35e. Alors, je vais faire 1 sur racine de 5. 1 divisé par racine de 5 fois le cosinus de 63,43, ce qui fait 0,2. Voilà, 0,2 c'est un cinquième. Effectivement, 14 septantième, c'est un cinquième. Tout est bon pour l'instant. Tout est bon. Donc ceci, c'est un cinquième. Alors, je vais faire 1 sur racine de 3 je vais faire le suivant. 3 septantièmes, 3 divisé par 70, 0,0428, et puis des flaflottes, hein, 57, 143. 1 divisé par racine de 70 fois le cosinus de 68,99. 0,0428. C'est juste. Tout est bon. Tout est bon pour l'instant. Et par contre, j'ai mis un doute pour celui-là. Là, j'ai un petit doute. 3 septantièmes. J'ai calculé combien 8 septantièmes. Ah oui, peut-être qu'il faut... Oui, c'est juste, c'est juste. C'est peut-être 8 septantièmes. 8. Non, celui-là, j'ai un doute. Bon, je vais remonter en arrière pour voir... je vais déjà le calculer. Bon, avant de dire qu'il y a un doute, je vais le calculer. 1 divisé par racine de 5 fois cosinus 26,57. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça fait 2 cinquièmes, en gros. Parce que ça fait, je trouve, 0,3999999. Ça fait environ 0,4. 0,4, je peux mettre en forme de fraction 2 cinquièmes. Par contre, j'obtiens pas... Ouais, ça, on pourra dire que c'est bon, ça. Voilà, tout ça, c'est bon.
Alors maintenant, je vais chercher l'erreur qui n'est pas, parce que j'obtiens, ouais, c'est pas 18 septantième, hein, on va essayer de chercher cette erreur-là. Ici, il y a un petit problème. J'ai pas mes 2 cinquièmes. Si je fais 8 divisé par 70, oui, c'est ça, j'ai pas la réponse. Ça me semblait que c'était pas bon ce calcul que j'ai fait. Je l'ai fait à la hâte et voilà, je me doutais bien que j'avais fait une petite erreur. Eh bien, on va remonter en arrière. D'où vient le problème? V cross, 2 fois moins 5, moins 10. Moins 10, moins 6 fois moins 3, qui fait moins 18. Moins 10, moins 18, moins 28. Voilà, le problème, il est là. Le problème, il est résolu maintenant. C'est moins 28. Ici, il va donner plus 28 parce qu'il est en impair, situation impaire par rapport aux lignes colonnes, à la somme de lignes colonnes, plus 28, 28, et la ligne suivante, il faut juste diviser par le 28. On a toujours notre 28, et là, c'est 28 septantième, et 28 septantième, ben oui, là, je peux diviser par 14, ce qui fait 2 cinquièmes, c'est juste. C'est 2 cinquièmes. Donc je retrouve bien mes 2 cinquièmes. Et voilà comment exprimer, si vous voulez, IJK en fonction de V1, V2 et V3. Donc il suffit d'employer l'inversion matricielle. Hein. En calculant l'inversion matricielle, vous l'avez tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de calculer les angles et faire tout le schmilblick que j'ai fait. Vous voyez que par l'inversion matricielle, ça va beaucoup plus vite. Hein. Vous avez directement... vous pouvez calculer directement par l'inversion matricielle. C'est plus rapide. Vous calculez V cross, V seconde sans vous calculer, déterminant de V. Et puis, bon, ici, ce sera d'office des 3x3 parce que IJK, c'est une base voilà, trirectangle de l'espace, donc à 3 composantes, IJK, donc V1, V2, V3. Je l'exprime par rapport à 3 vecteurs, donc voilà, ce sera une 3x3. Ce sera une 3x3. Et donc, vous faites l'inversion d'une 3x3 et vous aurez tout de suite le résultat, plutôt que d'aller chercher tous les angles, les normes, les angles, faire, voilà, rechercher. Parce qu'il y a 9 angles à rechercher, je vous le dis tout de suite. Hein. Il faut rechercher 9 angles, il faut rechercher 3 normes, 9 angles, et puis écrire les rapports 1 sur, à chaque fois les rapports comme je vous ai montré, 1 sur quelque chose. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Alors, vous devez écrire, voilà, vous devez écrire les rapports là, 1 sur racine 14, 1 sur racine 14, 1 sur racine, cosinus de la recherche des 9 angles. Donc il y a 3, si vous voulez, quelque part ici, il y a 3 modules à rechercher et 9 angles. Il y a 3 modules à rechercher, 9 angles. Et puis après, il faut faire chaque fois les rapports de 1 sur. Pourquoi 1? Parce que 1, c'est la norme de I. Voilà, si je cherche entre I et V1, c'est la norme de I. Entre I et J, c'est la norme de J. Enfin, entre I et V2, c'est la norme de I. Entre I et V3, c'est la norme de I. Et ça fait 1. Donc en numérateur, on aura toujours 1 parce que la norme de IJK fait toujours 1. Par contre, dénominateur, c'est par rapport à la norme de V1, qui est un inverse. Je vous rappelle que c'est un inverse parce que si on a V1 égale alpha I, ben, I égale alpha, 1 sur alpha, V1, en tenant compte bien sûr du cosinus, parce que c'est une projection. C'est pas un rapport direct. Il y a un angle entre eux. Dès le moment où il y a un angle, il faut tenir compte de l'angle. Donc évitez la recherche là, comme ça, des angles. C'est pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est par les matrices. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous recherchez donc
V, V, V dièse, V. Alors vous faites en deux, trois étapes pour aller beaucoup, pour ne pas vous tromper, hein. Faites en 3 étapes, hein. Ne faites pas en une étape. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Moi ici, j'ai pris le temps de vous expliquer. Je veux dire en 3 étapes, mais si je devais le faire pour moi, ça serait plus rapide, hein. Les explications, en mettant les explications et voilà, tout ce qui est verbiage, bon, vous pouvez me croire que c'est rapide, hein. Alors, je le ferai en 3 étapes pour pas me tromper. D'abord, je m'occupe de calculer toutes les matrices de 2. Une fois que j'ai les matrices de 2, je regarde ce qui va changer de signe par rapport aux impairs, et c'est toujours la même chose, lesquels qui vont changer de signe, parce qu'on a une 3-3 ici, on sait lesquels qui vont changer de signe. Je change ceux qui vont changer de signe, enfin, je prends les opposés de ceux qui doivent changer de signe, et une fois que j'ai ça, ben, bon, je transpose, et boum, je n'ai plus qu'à calculer le déterminant, hein, et voilà, c'est très rapide, très rapide. Bien sûr, faire le rapport de l'adjointe sur le déterminant, hein. Bien sûr, bon, ici je l'appelais A, mais bon, dans l'autre je l'appelais V. Et ici je l'appelais A, bon, ça change rien. Matrice A, matrice V, c'est des dénominations, mais le principe du calcul y est ici. Voilà, si je devais faire une présentation, je présenterais correctement les choses en mettant des V partout. Voilà, j'arrangerai les choses pour une présentation correcte. Mais ici, bon, que ce soit A ou V, peu importe, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est le principe qui compte. Je vous remercie.